sur le plateau avec notre thématique centrale. La première présidentielle 2025, le GECAM prend-il parti? Monsieur, vous avez suivi certainement cette sortie du groupement du patronat camerounais sur cette élection qui appelle à la mise au cœur de ce processus électoral des questions économiques. Votre réaction, Bruno? Alors déjà, il faut préciser que c'est même normal qu'un groupement de la trempe du GECAM puisse prendre position, n'est-ce pas, notamment pour donner effectivement les voies ou bien les mesures qui peuvent être prises par les candidats quant à ce qui est de l'assainissement de l'environnement, des affaires au Cameroun. C'est donc important qu'au niveau économique, qu'on puisse se rapprocher de ces différents acteurs, parce qu'effectivement, eux ont effectivement les leviers du changement économique, du changement industriel. Et c'est donc important qu'ils donnent leur avis sur la vie politique, sur la vie économique et sur la vie sociale, que et effectivement, comme ce sont des acteurs majeurs, n'est-ce pas, de la société, en tant que promoteur d'entreprise, en tant que pourvoyeur d'emplois, en tant qu'acteur majeur de l'économie et de l'environnement économique du Cameroun, je pense qu'effectivement, la prise de position ou bien la sortie, parce qu'il faut peut-être pas mélanger les choses, ils ont peut-être dit un certain nombre d'éléments, mais il faut préciser que leur sortie est simplement un acte citoyen qui voudrait effectivement que certaines questions soient abordées, notamment pour faciliter l'accès aux emplois. Mais un acte citoyen qui semble prêter à confusion. Certains pensent que c'est une prise de position et même prise de parti. Prise de position, je ne dirais pas. Peut-être qu'une interpellation. Parce qu'il faut dire que le GECAM, dans sa structure et dans ses prérogatives, devrait normalement apporter ou bien faire des propositions au gouvernement sur comment est-ce que les affaires devraient être menées, sur comment est-ce qu'on pourrait faciliter ou bien ouvrir, n'est-ce pas, le monde des affaires au Cameroun. Et à ce sujet-là, je ne pense pas que ce soit une affaire où on dirait qu'il se soit positionné. Il faut simplement dire que l'appel, n'est-ce pas, du GECAM est un appel qui voudrait faire en sorte que les acteurs de la présidentielle actuelle prennent en compte un certain nombre de dispositions pratiques pour que le monde des affaires connaisse un certain changement. Parce qu'il faut le dire, s'il faut que les choses changent, il faut bien apporter des dispositions, bien des mesures pour que ces choses puissent changer. Or, qui mieux que les acteurs de l'industrie, les acteurs de l'économie, pour dire ce qu'ils vivent et proposer des solutions adéquates à leurs différents problèmes. Donc je crois que même si dans leur sortie, on pourrait interpréter cela comme une prise de position, je dirais que c'est une prise de position qui, ma foi, relève plutôt d'une interpellation qu'autre chose. Donc c'est important qu'ils puissent donner leur avis. Ça aurait même été inquiétant que le GECAM se taise par rapport à une situation comme celle que nous traversons. Parce que leur rapport est véritablement important dans le processus qui est en train de se mettre en place. Salut, sur cette sortie du GECAM, il s'agit d'une sortie citoyenne, simplement une participation de ces acteurs ou alors une prise de position? Comme mon copanéliste, je vois aussi les choses plus dans le sens de prise de position, du moins du positionnement, de participation à une consultation électorale de surcroît au niveau national. Parce que d'une manière ou d'une autre, si aujourd'hui on n'est pas de manière effective dans le sens de la participation de toutes les corporations, que ce soit sur le plan économique, social, politique, etc., on est en train d'aller dans ce sens-là. C'est par là que nous sommes en train d'y aller. Et de surcroît, donc, un groupement comme celui du GECAM, qui a plusieurs faits d'armes déjà à son actif et qui participe, qu'on le veuille ou non, de manière active dans la vie économique nationale et même au-delà, dont il est important de compter désormais avec eux, il est important même de les écouter, de leur prêter une oreille attentive. Je crois que toutes les parties, toutes les formations politiques ou tous les candidats à cette élection prêtent une oreille plus ou moins attentive à ce que dit le GECAM. Si vous vous rappelez bien, au cours rien que de cette année, le GECAM a organisé 1 à 2 rencontres économiques. La dernière que j'ai en tête, je crois, date de février 2025. La rencontre économique au Cameroun ou du Cameroun, quelque chose dans ce sens-là, où ils avaient même associé de chercheurs d'université, etc., etc. Question justement d'élaborer de nouvelles pensées économiques dans le sens de la relance de l'économie nationale. Et aujourd'hui, il est question pour le GECAM de susciter en quelque sorte le sursaut
des Camerounais, le sursaut économique des Camerounais à l'aube ou alors juste avant l'élection présidentielle du 12 octobre. Et je vois plus donc en cela une forme de participation du JICAM à cette élection-là. Le JICAM, tout candidat sérieux devrait faire justement avec le JICAM. Et si vous vous souvenez bien, lors de la conférence de presse qu'a donnée le candidat Bello au siège de l'UNDP, il a parlé justement, il a mis un accent particulier sur la relance de l'économie nationale avec des réformes de manière structurelle, et il a mis une enveloppe, il a indiqué la mise en place d'une enveloppe de 60 000 milliards justement pour 60 000 milliards. Oui, pour la relance de l'économie nationale. Donc, je crois que le JICAM et même l'UNDP ne contredirait justement pas le JICAM dans ce sens-là lorsqu'il faut parler du source économique national. Alors, le temps, il y a d'abord une partie qui est consacrée à une sorte de bilan. On espère que Émile Messi du RDPC va nous retrouver. Dans ce bilan-là, le JICAM dit industrialisation insuffisante, infrastructure déficiente, gouvernance perfectible, capital humain sous-exploité et climat des affaires fragile. Là, on a quand même l'impression que c'est un bilan, un constat de lieu qui arrive au mauvais moment, non? C'est un état de lieu. Souvenez-vous, lorsque l'Église catholique, ou alors l'Église tout simplement, avait essayé de se prononcer sur des élections à venir. On avait eu presque le même débat là aussi sur cette question-là. Il s'agit là d'un simple état de lieu. Le JICAM n'a fait que procéder à un état de lieu. Et le JICAM est mieux placé que, à mon sens, n'importe quelle corporation s'occupant des questions économiques, des affaires dans notre pays, pour faire l'état de lieu des affaires dans notre pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, le tableau qui est peint fait état d'une situation peut-être alarmante dans laquelle se trouve l'économie de notre pays, mais c'est aussi face à cela qu'il faut c'est à cela qu'il faut aussi faire face pour procéder à une relance effective de l'économie nationale. Question d'obtenir les 2 chiffres, d'avoir une croissance à 2 chiffres comme l'a indiqué le candidat Bello. On ne peut pas faire fi de cet état de lieu pour procéder à la relance de l'économie. Alors c'est cet état de lieu en termes de timing, Bruno. Maintenant, pourquoi maintenant? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser cette question? C'est vrai que la question de pourquoi maintenant est légitime. Cependant, il faut noter que le JICAM est d'abord et avant tout un partenaire de l'État. En tant que pourvoyeur d'emplois, en tant que créateur de richesses, en tant que créateur justement d'éléments sociétaux pour faire développer la société, il est donc important pour le JICAM de travailler avec l'État. Et il faut préciser également que ce type de rapport n'est pas nouveau pour le JICAM. Oui. Plusieurs fois, le JICAM a commis des rapports comme cela pour spécifier et préciser l'état dans lequel l'économie camerounaise se trouverait, le marasme dans lequel nous sommes. Parce qu'à plusieurs reprises, le JICAM a interpellé l'État sur les conditions des affaires, sur l'environnement des affaires aujourd'hui, sur l'importance d'industrialiser, sur les différents problèmes auxquels font face les hommes d'affaires et les entreprises camerounaises dans leur ensemble. Donc ce n'est pas nouveau en réalité. Seulement, il est important de préciser que le temps ou bien le timing que le JICAM choisit actuellement pour faire cette sortie coïncide simplement avec l'élection présidentielle comme une manière plus forte de dire nous avons ces problèmes-ci, auquel cas tous les candidats devraient donc se saisir de ces différentes thématiques, de ces différents problèmes pour véritablement adresser les véritables challenges auxquels vont faire face les Camerounais. C'est de ça qu'il est question en réalité. Donc, voir que c'est une prise de position par rapport à, ou bien que ce soit, qu'est-ce que c'est par rapport contre l'État, voir qu'on va préparer une élection, et vous avez le JICAM qui sort en ce moment précis pour afficher ce bilan assez difficile. On a quand même l'impression qu'il y a un coup. Vous vous rappelez à l'époque aussi, ceux qui sont au pouvoir ont pris. Tout à fait, vous vous rappelez à l'époque aussi, pendant cette période électorale, c'était je crois en 2011, oui, pendant l'élection de 2011, le feu Bernard Djonga de l'ACDIC
avait commis un pacte de développement rural où il a parcouru les villes et villages du Cameroun pour le présenter et pour interpeller justement les acteurs ou bien les candidats à l'élection présidentielle. Voici ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions du monde rural et de l'agriculture au Cameroun. C'est dans le même ordre d'idée, effectivement, que le GECAM aujourd'hui fait sa sortie, qui a eu une interpellation beaucoup plus qu'une prise de position. Parce qu'au finish, quel que soit le vainqueur à l'issue de cette élection que nous souhaitons être celle de Serge Matomba, le GECAM devra faire avec le gouvernement ou bien le nouveau président en place. Donc il ne s'agit pas pour eux de prendre position, mais il s'agit d'interpeller tous les candidats, quels qu'ils soient, à effectivement adresser ces différentes thématiques, à pouvoir prendre les dispositions dans leur programme pour véritablement adresser ces thématiques différentes. Et par rapport à cela, justement, dans le programme de Serge Matomba, il y a une place bien prépondérante dans l'industrialisation et même dans la transformation agricole. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que notre équilibre économique dépend essentiellement de ce que nous allons produire au Cameroun. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'actuellement, l'économie camerounaise est totalement extravertie. Nous importons plus que nous n'en exportons. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à consommer et à produire ce que nous pouvons consommer sur place. Il faut donc, avec le gouvernement du PUS, renverser cette tendance, produire ce que nous pouvons consommer, ce que nous allons consommer, et ce ne sont que les restes qui pourront être exportés. Auquel cas, nous allons commencer à équilibrer. Ça passe par quoi? Comment améliorer la production? Quelles sont les propositions que le PUS a pour améliorer la production qui serait problématique? Alors, déjà, il faut préciser une chose. Nous sommes dans une situation où nous voulons la rupture. Nous sommes dans un combat où nous luttons pour l'indépendance complète du Cameroun, une souveraineté totale. Donc, le changement que nous voulons, l'industrialisation que nous voulons, devra se faire dans un contexte où nous avons les total leviers, n'est-ce pas, pour notre développement. Autrement dit, il est question pour nous d'abord de définir un certain nombre d'éléments sur la question identitaire, sur la question de l'unité, et puis prendre notre souveraineté pour véritablement attaquer. Parce que le problème aujourd'hui, Jean-Jacques, ce n'est pas tant de se dire qu'on a besoin des industries. Mais si on prend le simple cas du domaine de l'énergie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'énergie au Cameroun? Parce qu'effectivement, tout est fait pour que nous ne puissions pas avoir cette souveraineté énergétique. Parce qu'en ayant de l'énergie, Jean-Jacques Zé, ça veut dire que vous avez l'industrialisation, vous avez la création des entreprises, l'entreprise peut fonctionner. Or, cette carence d'énergie fait que on ne peut pas véritablement aller à une industrialisation poussée et véritable qui sera voulue par les Camerounais. Donc, la première étape pour nous, c'est d'abord de gagner notre souveraineté. Parce que parler d'industrialisation dans le contexte actuel avec le système néocolonial est totalement une hérésie. Donc, c'est important pour nous de préciser que ces préalables de souveraineté soient d'abord acquis pour que nous puissions donc véritablement actionner tous ces leviers-là pour nous industrialiser. Et cela étant donc, il y a une question pour nous, lorsque nous allons avoir cette souveraineté, mettre les plans en marche pour d'abord résoudre les questions d'énergie. Parce que il faut voir, nous bâtissons de véritables machines, mais qui ne nous servent pas à grand chose. Si nous prenons par exemple le cas du barrage de Natigal, le barrage de Natigal n'appartient au Cameroun qu'à 15%. Et un barrage qui n'est pas encore à sa totale capacité, qui n'injecte pas encore la totalité des 225 MW annoncés. Ce qui veut dire que même les entreprises actuellement sont encore en déficit d'énergie. On n'a pas cette souveraineté. Or, il nous faut déjà gagner cela pour pouvoir nous dire, ok, voici les leviers que nous pouvons actionner pour pouvoir mettre en place cette énergie. Et puis les entreprises vont pouvoir suivre d'elles-mêmes sans qu'on puisse faire une forme de procès. Donc, c'est de ça qu'il est véritablement question. Donc, cette industrialisation doit être orientée par la souveraineté et la liberté que nous allons mettre en place pour qu'effectivement tout cet état de choses-là puisse avoir des solutions pratiques et naturelles après l'acquisition de notre indépendance et souveraineté. D'accord, vous passez par l'indépendance, par la souveraineté, c'est le socle justement, c'est la base pour aller à cette production souhaitée. Et dans cette sortie du GECAM qui aligne des manquements, et selon le patronat camerounais, ces manquements freinent la compétitivité des entreprises locales et compromettent leur rôle de créateur de richesses, d'emplois et d'innovation. Le temps est venu, dit le GECAM, d'un sursaut collectif pour remettre l'économie au cœur du projet national.
À cet effet, le patronat identifie une double série d'obstacles. D'abord, à l'interne, un déficit d'infrastructures, fiscalité jugée excessive, lourdeurs administratives, accès limité au financement, insécurité juridique persistante et pratiques corruptives. Et ensuite, à l'externe, une conjoncture internationale instable, la baisse des flux d'investissement, fragilisation du tissu productif. À l'approche du scrutin, le GECAM ne veut pas rester en spectateur. L'organisation demande aux candidats de présenter des projets économiques clairs, chiffrés et mesurables. Parmi les priorités, la réforme du système fiscal, le développement accéléré des infrastructures, la réduction des délestages, la digitalisation des services publics, le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, l'adaptation des formations aux besoins réels du marché et enfin le soutien à l'industrialisation et à la souveraineté productive. Jean de Dieu ici, bonsoir et bienvenue. Mon frère Jean-Jacques Zé, je suis honoré par cette invitation. Je vous salue avec déférence aussi vos invités. Je demande pardon aux téléspectateurs parce que justement la préoccupation du GECAM, nos routes sont bloquées. Embouteillage terrible chaque jour. Qu'ils soient salués et respectés par nous. Je salue également le fondateur, le frère Dieudonné Ndiambeng, votre patron. Est-ce que lorsqu'on parcourt ce que le GECAM a retenu, est-ce que ce n'est pas un rapport à charge en ce moment pour ceux qui sont aux affaires? Ils ne vont pas le considérer comme un rapport à charge? Si on prend les aspects qui sont évoqués. En réalité, oui. Si on est rationnel, ce n'est pas un rapport à charge. C'est une revendication qui nous concerne, nous tous. Et vous savez que pendant la période électorale, c'est comme un comice idéologique, un comice spirituel. Tout le monde peut s'exprimer. Vous avez vu les évêques s'exprimer. C'est une société civile qui pose les vrais problèmes et on est autorisé à poser également les faux problèmes. Vous avez vu un évêque en train d'aller convoquer même le diable pour remplacer ceux qui n'ont pas donné satisfaction. Satisfaction attendue par le peuple, satisfaction attendue par les défis humanitaires. Le GECAM ne fait pas un faux rapport, c'est un rapport pertinent qui vient retrouver les autres rapports internationaux, certes. Mais il y a un peu d'hypocrisie qui nous concerne tous. Vous écouterez les évêques, il n'y a que nous, les aboyeurs et les brailleurs d'antan, qui posions ce problème. Nous posions des problèmes complexes qui dépendent de nos leviers de souveraineté. Vous ne pouvez pas parler d'une économie sans son moteur. Le moteur de l'économie, c'est le système monétaire. Oui. Lorsque vous avez des programmations et des planifications budgétaires, alors que votre monnaie est fabriquée à chamalière, votre masse monétaire ne dépend pas de vous. Les devises qui doivent vous revenir sont bloquées dans les comptes d'opération, quelque part en Europe. Vous êtes un petit pays. Vous ne pouvez pas parler d'une économie fondamentale lorsque votre Sonara est brûlé. Et il s'agissait d'un semblant de Sonara qui ne pouvait pas transformer votre matière première. Et lorsque je l'ai dit, je convoque toutes les autres matières premières. Et vous vous rappelez qu'un Allemand appelé le chancelier Helmut Kohl, il disait la chose suivante. L'Afrique ne doit pas s'industrialiser. Elle doit demeurer un vaste marché de matières premières et surtout un vaste marché de consommation des produits manufacturés. Le GECAM, c'est ça, que nous sommes un petit pays et nous devons travailler. C'est pour ça que ce dernier temps, si vous écoutez mes chroniques qui sont produites à 10h50 de lundi à vendredi sur une chaîne de radio qu'on appelle Radio Royal FM 88.4, sans publicité, nous sommes en train d'imaginer un troisième pays, une troisième république, une vraie nation. Une nation qui aura une ambition panafricaniste, donc une ambition qui va au-delà des volontés ou de l'idéologie du GECAM. C'est-à-dire, un grand pays, c'est d'abord la démographie. La démographie parce que, voyez-vous, le français, je cite, c'est une exigence culturelle, le français Jean Baudin disait « Il n'y a point de richesse que d'hommes ».
Mao Tse-tung pour poser les jalons solides d'une révolution chinoise. Vous dites, l'homme, c'est certes une bouche à nourrir, mais beaucoup plus deux bras pour travailler. 30 millions d'habitants pour un Cameroun, c'est peu. Il faut que nous ayons la puissance démographique. Tu es nataliste là? Et, oui, je suis nataliste. C'est-à-dire que l'Africain, il faut une kyrielle de femmes et une ribambelle d'enfants dans la responsabilité. Ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan territorial, il faut rompre avec ce qu'on vous a dit, l'intangibilité des frontières. Ce n'est pas vrai. Il faut que le Gabonais se rende au Cameroun facilement, que le Camerounais se rende en Guinée équatoriale facilement, que ce soit les États-Unis d'Afrique centrale, tout au moins. Et là, on commencera à être un grand pays qui peut être en compétition avec les autres grandes économies. Vous ne pouvez pas parler, un petit Cameroun ne peut pas compétir avec la grande Chine. La Chine, c'est 1,438 milliard d'habitants. La Chine, c'est environ 8 millions de kilomètres carrés. La Russie, même chose. Même la petite Corée, c'est également une grande puissance. Donc, il y a un ensemble de préalables. Le premier préalable, c'est la puissance démographique. Le deuxième préalable, c'est l'idéologie. Doit-on demeurer des petits pays sur le plan idéologique? N'avons pas moyen jusque-là d'arracher nos leviers de souveraineté. Je prends des exemples précis. Nous étions en train d'aboyer et de brailler lorsqu'on disait que M. Bolloré occupe le port de Douala, le port de Douala. Ce n'est pas juste parce que c'est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Et il y a une évolution. Nous étions en train de dire qu'il y a 11 accords, on appelle ça les accords coloniaux. Et le 26 décembre 2020, le régime-ci a réussi à ne pas renouveler ces accords et c'est des avancées considérables. Et nous, on parle aujourd'hui, convoquant un haut conseil des sentinelles pour la Troisième République, qui ne sera plus une démocratie de prédation. La démocratie que vous avez importée depuis la bolle, elle ne vaut pas. Vous allez crier, etc. Comme on est aujourd'hui, vous allez crier, vous allez sauter, vous allez convoquer le diable. Soyons convaincus que l'Afrique mérite une démocratie à l'africaine. Comme le Vatican mérite la démocratie des conclaves. On vous dit, vous vous taisez, il n'y a pas d'intervention extérieure. Il y a seulement que nous avons le pape. Comme la Chine n'a qu'un seul parti politique. On ne les divise pas. Ce parti politique décide. L'élite de ce pays décide de l'avenir du pays. Donc, vous avez un regard, ce que le GECAM dit nous impose une certaine marche en arrière parce qu'on est arrivé à... Non, ce n'est pas une marche arrière. Oui. Ce que le GECAM dit n'est que le millième de ce que les panafricanistes vous demandent depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Ce que le GECAM dit, c'est la convocation de l'industrialisation de l'Afrique. Et on ne peut pas parler de l'industrialisation de l'Afrique dans une petite Afrique divisée selon la volonté coloniale. Il faut qu'on prenne conscience. Ce que le GECAM dit va convoquer les aspects économiques, mais on avait déjà dit au GECAM, et le GECAM n'en parlait pas, même les évêques, personne ne veut parler des affaires sérieuses. Parce que pour parler d'économie, vous ne parlez pas de votre économie, sans parler de la balance commerciale, sans parler du moteur de l'économie, la politique de la monnaie, sans parler des devises qui sont bloquées quelque part. Ça, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure. De l'hypocrisie, pour parler librement comme je le fais depuis 20 ans, voyez-vous, je ne sais pas ce qui se passe avec notre élite. Nous avons conclu que peut-être que notre élite est victime de l'impérialisme spirituel et on est bloqué. Mais je sens qu'on peut être débloqué à partir des exemples que je venais de prendre. Le Cameroun n'a pas... Ça va être facile. On a encore des joulatistes qui sont engagés à la cour présidentielle. Attention, oui. Ne soyez pas... Bon, évidemment, je comprends votre discours, c'est-à-dire que lui, Paul Joula, a laissé ses héritiers qui ont beaucoup duré. Oui. Mais je veux que vous sachiez que certains se sont transformés. Ah bon? Je vous prends un exemple. On présentait M. Biya, ou alors il s'est présenté comme le meilleur élève de Paris. Vous croyez que vous pouvez dire ça aujourd'hui? M. Biya est libre. Tous les ojulatistes que vous indiquez là peuvent être mieux que M. Biya et peut-être le remplacer. Parce que M. Biya est libre. Nous l'avons reconnu comme panafricaniste. Il faut lire le dernier livre de Laurent Gbagbo. Nous l'avons reconnu comme un homme qui se défend maintenant, qui veut défendre la République. Puisque je vous parle des 11 accords coloniaux qui n'ont pas été renouvelés depuis le 26 décembre 2020. Puisque je vous parle du kilogramme de cacao dans mon village qui coûte 5600. C'est l'un des accords qui nous permet de vendre notre cacao directement au Nigeria, ou n'importe qui, ou n'importe où. Donc nous avons déjà les instruments, ne serait-ce que spirituels, les instruments idéologiques, pour qu'on s'affirme, on ne va plus accuser les autres.
On a cessé parce que nous disions que notre faiblesse, c'est que notre situation de misérable, c'est que les forces exogènes sont en plein concubinage incestueux avec des forces endogènes. Aujourd'hui, nous nous disons que si nous tous, on dit que non, les forces exogènes, laissez les blancs là où ils sont, prenons conscience de notre République. On ne parlera plus gravement de corruption comme le GECAM dit. Oui. On prend position, on prend naturellement. On dit qu'aujourd'hui, la rupture, vous n'allez plus parler des ojolatistes, on va laisser Ojola là où il est. On va dire qu'est-ce que nous pensons, quel Cameroun devons-nous mériter en 2035. C'est ça qu'on pose, parce que nous, on n'est plus dans les discours de l'élection du 12 octobre prochain. On est au-delà, parce que M. Biya va gagner au nom de... il va gagner. Non, c'est le candidat qui va gagner, puisqu'il a la puissance idéologique, il a même la puissance d'action. Et vous voyez les appareils de l'État, c'est le pouvoir. Vous n'avez pas les mêmes yeux que moi. Non, je voudrais avoir vos yeux. Portez mes lunettes, vous comprendrez ce que je dis. Non, on n'a pas vos yeux. Non, il n'a pas vos yeux. Il ne faut pas avoir mes yeux. Parce que je suis même très d'accord avec lui parce qu'il est dans la ligne idéologique effective du PUS. Nous sommes pour la souveraineté totale. Vous verrez que... Finalement, il parle de vous verrez que... Oui, M. Matomba, c'est un garçon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une évolution à la Troisième République. Vous voyez, vous verrez que nous jouons la même balle avec les touches différentes. La différence, c'est que eux, ils sont des gars courageux qui disent qu'ils vont affronter le judoka politique qu'est Paul Biya. Mais moi, je suis libre. Je lis loin et je fais le rapport de puissance. Et Biya lui-même vous dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dur qui peut. D'accord. Bonsoir très chers aînés. Je ne vois pas la part des encouragements du GECAM, son rôle dans la présidentielle. Est-ce qu'il donnera l'argent aux candidats? Non, il ne s'agit pas de ça. Ou aux votants. Donc, Achille Aimé, depuis Yassa Yatika, pour revenir dans le sujet, on ne s'était pas éloigné, hein, faut bien. Est-ce que le GECAM n'est pas en train de nous rappeler que depuis qu'on écoute les candidats, ils sont toujours dans télé vert, télé rouge, télé jaune, et qu'on est en train de passer à côté des véritables préoccupations qui sont éminemment économiques? Tout à fait. C'est en réalité aussi de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que tout à l'heure, je convoquais le fait que lorsqu'on est en plein dans une élection présidentielle ou alors avant la campagne pour une élection présidentielle, c'est aussi le grand rendez-vous pour un grand débat ou alors des grands débats sur des questions essentielles qui concernent la République. Et la question de l'économie est une question à part entière de ce grand débat-là. C'est pour cela que je disais qu'on ne peut pas imaginer que ce débat-là devrait se faire sans le GECAM. Le GECAM est un acteur à part entière et c'est normal, donc, comme je le disais, pour recontextualiser les choses, que le GECAM reprenne sa place. Et aussi, avant de continuer, je voudrais quand même préciser quelque chose à l'endroit du grand frère ici, que les dés sont jetés, mais les jeux ne sont pas encore faits. Donc, du coup, si c'était le cas, aujourd'hui, ma présence ici n'aurait servi... Non, pas du tout, ma présence n'aurait servi à rien. J'ai envie de lui dire que... J'ai un militant de l'UNDP ici qui était péremptoire, il n'y a rien à faire, Beloba va gagner. Effectivement, si on se fie à, ne serait-ce qu'à la dynamique qui traverse actuellement le Cameroun, si on se fie rien qu'à cette dynamique-là, j'ai envie de rappeler aux grands frères ici qu'aujourd'hui, si il parle avec autant d'émotion du panafricanisme et de tous les enjeux que ce panafricanisme-là porte, c'est aussi quelque part c'est parce que aussi il y a un travail idéologique qui a été fait par des aînés d'ailleurs avec lui, par d'autres aînés avec lui, qui a constitué quelque part à outiller les jeunes Africains, pas que Camerounais, des questions essentielles liées justement au panafricanisme. Et donc, il se trouve que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont également animés par d'autres enjeux comme les enjeux, comme le changement à la tête de nos pays. Et c'est cette dynamique aujourd'hui donc qui traverse tout le Cameroun fait en sorte que la jeunesse camerounaise aujourd'hui veut voir à la tête de ce pays d'autres acteurs ou un autre acteur que M. Biya. Ça, c'est d'abord une chose. Maintenant, la deuxième chose que j'ai envie de préciser aussi, c'est que lorsqu'on parle de la monnaie, comme il parlait, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi que la question de la monnaie va au-delà des seules frontières du Cameroun. C'est-à-dire, il a convoqué tout à l'heure le Gabon, le Tchad, ne serait-ce que ces quelques pays avec lesquels nous partageons les frontières. Voilà. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une question assez, quand même, je veux dire, assez complexe.
la question de la monnaie. Bon, maintenant, pour elle est complexe comment? Elle est complexe aujourd'hui. Il y en a qui veulent avancer. Je ne suis pas un expert, Jean-Jacques, mais aujourd'hui, vous savez comme moi, et je sais que monsieur Jean de Diaï est d'accord, sera d'accord avec moi que le Cameroun ne peut pas aujourd'hui se lever le 21 août 2025 décider du changement de la monnaie. C'est pas aussi simple que ça comme opération. C'est une question assez fondamentale et assez complexe. C'est pour cela que même les experts sont d'accord là-dessus. Et il a parlé de la démographie camerounaise qui est aujourd'hui à environ 30 millions. Comme le plus de souveraineté. Non, la souveraineté est une question fondamentale, essentielle, mais sauf que nous sommes dans toutes les écoles, vous savez, dans toutes les écoles, comme vous le savez, il y a aussi des réalistes. Nous sommes juste des réalistes. Et dans notre réalisme, nous savons que il faut prendre les choses telles qu'elles sont et ne pas perdre de vue un certain nombre de réalités qui nous échappent au jour d'aujourd'hui. C'est au moins, il faut au moins quand même tabler sur ces questions-là avant de continuer le débat. Et donc, maintenant, pour revenir à la question que vous posiez, c'était déjà laquelle? Alors, c'est sur la sortie, les questions centrales de l'économie. Le GECAM est en train de vous rappeler, vous acteurs politiques. Effectivement. On vous écoute, mais on n'entend pas effectivement, les questions économiques. Effectivement, vous savez, il y a un expert économique qui a consulté comme ça, la va-vite, lors d'une rencontre, le programme économique qu'a élaboré les experts de l'UNDP. Et je me fie à ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas fait des études économiques. Voilà ce que lui et ses collègues ont dit, mais c'est lui qui a porté la parole de ses collègues en disant le programme économique que propose l'UNDP, que va proposer l'UNDP à cette élection, est sans aucun doute le programme le plus, non seulement réaliste, mais aussi le plus futuriste qui soit. Il a fait les comparaisons, il a aussi les autres. Non, Jean, mais maintenant donc, pour vous dire Jean-Jacques, dans les jours à venir, parce que nous ne sommes pas encore là, mais dans les jours à venir, vous aurez tout simplement la proposition économique que va faire l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, ou alors le candidat Bello. Mais vous avez déjà les grands pans. Si vous référez déjà à la dernière sortie du président national de l'UNDP lors de la conférence de presse qu'il avait donnée au siège de l'UNDP. Donc, pour sortir de là, j'ai envie de dire que si aujourd'hui le GICAM fait déjà cet état de lieu qui s'apparente à une prise de position réelle, c'est aussi du fait que notre pays, comme je disais, traverse des crises sur tous les plans. C'est ce qui fait que même le grand frère ici a reconnu que ce n'était pas une prise de position, mais en réalité, on est arrivé aujourd'hui au Cameroun au point où si vous faites l'état de lieu de la sécurité, l'état de lieu de la vie même de la démocratie, l'état de lieu de la vie économique de notre pays, on a l'impression tout simplement d'écouter un opposant. Mais pour autant, vous ne faites que faire l'état de lieu des choses. D'accord, voilà. Bonsoir monsieur, très belle analyse. J'apprécie vraiment le développement du monsieur en chemise. Il s'appelle Jean de Dieu Haïssi. Bonsoir à vous, le soir devenu grand, d'accord. Le GECAM appelle nos décideurs politiques à nous développer en révolutionnant notre système politique. Celui-ci passe par des hommes intègres et patriotiques, contrairement à ceux d'une génération, celle de 82, qui avec la flamme entre leurs mains ont mis un brasier ardent à tuer notre économie. Hier le fleuron, pour plus tard être moribonde avec des agrégés qui ont tout désagrégé. Comment peut-on envisager une émergence sans énergie? Massok Thomas qui évoque les questions d'énergie. Bonsoir le plateau. On va prendre, voilà. Bonsoir le plateau. Un bonsoir particulier à Jean-Jacques Zé, merci. J'ai aimé la première prise de parole du cadre du PURS sur le plateau, M. Lombo Yebala. Il a bien commencé le préalable de la politique énergétique, à savoir la souveraineté, qui est la condition première de l'industrialisation. Je souhaite poursuivre comme lui avec le schéma directeur de la politique énergétique et celui de la politique d'industrialisation. Je pense que le schéma directeur de notre politique énergétique est le renforcement des raffineries par la création de 3, dont l'une d'or, la décentralisation de la production de l'énergie hydraulique électronique, l'exploitation du potentiel énergétique renouvelable dont regorge le Cameroun. Et sur l'industrialisation est d'abord cette révolution énergétique, mais aussi l'infrastructure, dont les routes avec l'usage des déchets pétroliers provenant des raffineries, la relance de la production agricole et animale, la formation opérationnelle des techniciens et des cadres de l'industrialisation. Il n'est pas impossible de sortir du CFA en un an. Guegim Le Mog, merci pour cette contribution également, en droite ligne avec la thématique qui est évoquée ce soir. Bonsoir.
le plus 240. On dit ceci: très bonne émission, merci d'avoir invité monsieur Aïssi. Il me manquait déjà beaucoup depuis Afrique Média. Il est très cohérent dans ses positions et de conscientisation des jeunes Africains. Il ne nous a pas trahis comme François Bikoro. Il va venir répondre, François Bikoro, le jour qui sera là, qui est déjà un très grand soutien du grand-père au pouvoir. C'est Achille depuis Malabo en Guinée équatoriale. Merci Achille de suivre ce programme et d'accueillir, comme nous d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir, Jean de Dieu Aïssi sur ce plateau. Alors, est-ce que ce n'est pas à vous qui arrivez que le GECAM s'adresse? Je dirais que si c'était à nous que le GECAM s'adressait, les revendications du GECAM sont tombées à bon port. Maintenant, il faut peut-être que je rebondisse un peu avec ta permission, Jean-Jacques, sur les déclarations de mon copanéliste de l'UNDP, qui dit que la majorité des Camerounais voudraient une alternance à la tête du pays. Non, le changement à la tête du Cameroun. Oui, à travers le visage. Il y a une dynamique du nouveau visage. Vous mettez en avant le nouveau visage. Pour vous, c'est l'alternance à la tête du pouvoir. C'est bien ça. Avec un nouveau visage. Avec un nouveau visage. Le Cameroun aujourd'hui est traversé par une dynamique du changement. Soit. Disons-nous une chose vraiment très précise. Prenez n'importe quel programme politique, aussi bon, aussi lucide, aussi concret et aussi, j'ai envie de dire, réaliste soit-il, mettez-le dans le système actuel, vous n'obtiendrez aucun résultat. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un système. Vous pensez que lui, il est resté superficiel? Bien sûr. C'est le système qu'il faut. Bien sûr, c'est le système qu'il faut complètement éradiquer. Le système aujourd'hui, le système néocolonial, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous parlons chez nous au PURS de la souveraineté et de l'indépendance réelle du Cameroun. Parce qu'il faut-il le rappeler, Jean-Jacques, lorsque nos devanciers ont commencé le combat avec l'UPC, Oumnobé à la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies, précisait un préalable pour l'indépendance du Cameroun. Il fallait que le Cameroun soit véritablement uni, que le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone deviennent un pour pouvoir être justement à même de faire en sorte que cette indépendance-là soit une affaire acquise et pour que nous puissions avoir les leviers de notre propre développement. Et ces leviers-là, justement, reposent sur cette affaire de souveraineté. Vous ne pouvez donc pas parler de souveraineté, comme je l'entends dire ici, et faire fi et occulter la question de la monnaie. C'est totalement impossible. Eux, ils n'ont pas occulté. Non, ils estiment que ça ne peut pas se faire sérieux. Du jour au lendemain. Ce n'est même pas vrai. On ne peut pas la terquer comme ça du jour au lendemain. Ce n'est même pas vrai. Aller progressivement, il faut se projeter. La question de la monnaie, en réalité, Jean-Jacques Zé, c'est une question qui relève simplement d'une volonté politique. Une volonté politique, justement, qui sera guidée par un certain nombre de réformes qui doivent entraîner. Des Sauf réformes. qu'il faut préciser que c'est une volonté politique. Mais dire que c'est compliqué signifie qu'on veut faire l'entourloupe. Non, Il faut dire politique y est déjà. Il faut dire Et des effectivement réformes. que c'est une volonté politique. Et il y a des mécanismes pour pouvoir arriver à cela. Nous, par exemple, au Peuple Uni pour l'innovation sociale du Serge Matomba, qu'est-ce que nous proposons? Déjà, les leviers de cette énergie, c'est-à-dire que de la souveraineté énergétique, pour pouvoir lancer une industrialisation digne de ce nom par nous-mêmes. Qu'est-ce que cela va produire? Cela va faire en sorte que les Camerounais pourront justement avoir cette énergie pour multiplier les entreprises et commencer les transformations endogènes qui s'imposent. Ces transformations endogènes vont avoir un impact direct sur la balance économique parce que nous allons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous avons produit. Ça va d'abord déjà commencer à réduire les importations de manière drastique parce que dans le même ordre d'idée, il y aura des restrictions d'importation de certains produits que nous pouvons produire, que nous pouvons manufacturer sur place. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est le levier justement des réserves. Une économie forte, d'abord l'économie est basée, actuellement l'économie est basée sur l'or. Nous avons des minerais d'or à l'est. Sous le règne du PURS, une raffinerie d'or devra être mise en place pour constituer ces réserves afin d'adosser notre monnaie là-dessus. Pour aller plus loin, l'affaire de l'économie aussi concerne effectivement les moyens de communication et le niveau de vie des Camerounais. Tout à l'heure, on parlait de l'énergie. Si on prend le cas de la Sonara, comment pouvons-nous expliquer le fait que le Cameroun, pays producteur de pétrole, ne peut pas raffiner son propre pétrole.
Comment est-ce qu'on explique cela? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe complet. La France, qui n'a aucun puits de pétrole sur son territoire, possède 11 raffineries. On explique ça comment? C'est un scandale. Ça veut donc dire que nous devons, dans un premier temps, avec le programme du PIOS, nous allons développer la Sonara pour permettre à la Sonara de pouvoir raffiner notre brut. La conséquence sera immédiate sur le marché. Le prix à la pompe de l'essence va drastiquement chuter. Et vous connaissez que quand le prix de l'essence chute, c'est toute l'économie et c'est toute la chaîne, n'est-ce pas, sociale qui prend un coup à la baisse. Voilà un élément. On est d'accord là-dessus. Ensuite, nous allons mettre en place encore une autre raffinerie au nord. Cette fois-ci, pour les besoins de communication. Vous savez que les produits dérivés, n'est-ce pas, du pétrole font des routes. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut en termes de matières premières pour la construction de nos routes. Donc, c'est des éléments comme ceux-là qu'il faut mettre en avant et dire que cette transformation et cette sortie du franc CFA est totalement possible et qu'il ne faut pas faire la magie pour arriver à cela. Il faudrait qu'on sorte également des paradigmes. Si vous avez votre mandat des paradigmes en selon lesquels 2025, vous ne le ferez pas l'année suivante. Ça peut tenir sur 3-4 ans. C'est la décision politique qui engage les réformes et non le contraire. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais si on ne se décide pas immédiatement à se dire nous sortons du franc CFA à partir d'aujourd'hui, ça ne va jamais se faire. Et il faut qu'on sorte dans ce paradigme qui voudrait que pour sortir du franc CFA, c'est un processus qui est long et quoi que ce soit. Mais voilà, en 3 ans, ils ont réussi à constituer des réserves pour pouvoir sortir du franc CFA. Et bientôt, ils vont le faire. Donc ce n'est pas une affaire. Jean-Luc, si vous voulez réagir sur cette question-là, l'UNDP est d'accord pour une sortie du franc CFA, mais pas, comme on dit au quartier, pas là. Il y a des préalables, le chemin n'est pas aussi rose que cela. Il faut aller méthodiquement. Le plus, parce qu'il faut de la volonté politique qui peut tout faciliter. Je vous ai dit que nous jouerons la même balle avec les touches différentes. Ça touche. Je commence par admirer l'optimisme et l'engagement politique de mon jeune frère qui représente ici un haut commis de l'État. Parce que voyez-vous, quand vous étiez bébé, on parle de Bello Bouba Maïgari. Absolument. Et je lui fais savoir que M. Bia va gagner. Parce que ce soit Issa Chioma, que ce soit Bello Bouba, accompagne M. Bia depuis très longtemps. Il travaille beaucoup pour l'action politique de M. Bia. Donc vous comprenez que lui-même, il est le soutien de M. Bia. Lorsque je l'ai dit... Oui, bon, peut-être qu'il n'était pas informé. Peut-être que lui n'était pas informé, mais qu'il sache que M. Bello, M. Issa, sortent du gouvernement de Bia pour avoir beaucoup travaillé aussi. Peut-être qu'ils ont eu de nouvelles idées entre-temps, on va découvrir avec les programmes qu'ils vont développer. Première chose. Deuxième chose, nous on travaille au village. Il faut que ce monsieur sache que chaque conseiller municipal a une famille. Et chaque famille dit on ira voter. Compter son nombre de conseillers municipaux, son nombre de députés, son nombre de sénateurs. C'est comme ça, on appelle ça la démocratie pyramidale. À la base, peut-être qu'il y a un peu l'UNDP. C'est pour ça qu'on parle de judoka politique. C'est implanté, c'est-à-dire ma grand-mère va voter bien. C'est-à-dire au village là-bas. Oh, vous n'allez pas au village. L'implantation territoriale politique d'un homme politique, d'un leader politique. Avant d'aller voir vos histoires, bon, il y aura la fraude, oh, ils ont les appareils de l'État, ils ont les équipements de l'État, etc. Vous allez dire ça. Mais allons au village, rendez-moi visite au village. Vous découvrirez que l'implantation politique de M. Bia, personne, c'est pour ça que la démocratie de la Bolle a échoué. M. Bia peut faire 100 ans là. Parce qu'il y a représentation dans nos villages. On ne fait pas tomber un chef dans nos villages. Nous qui vivons au village, retenez-le. Bon, ça c'est une parenthèse inutile. Je voudrais saluer M. Matomba avec ses représentants parce qu'il veut évidemment, il n'invente pas le fil à couper le beurre. L'Union africaine a des projets qu'il faut juste transformer. Quand on a voulu commencer à les transformer, l'OTAN est venu égorger M. Muammar Kadhafi. Est-ce que vous savez que l'Afrique, dans ses projets économiques, que le GECAM n'évoque pas habituellement malheureusement, que les évêques n'évoquent pas, les chefs d'État africains, notamment Muammar Kadhafi, M. Bia
et bien d'autres, avaient décidé de mettre en place le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, avec des fonds déjà disponibles. La Banque centrale, pour battre une monnaie unique africaine, qu'on appelle Afro, nos jeunes enfants doivent savoir ça, pour savoir que pour quitter le franc CFA, on n'a rien contre le franc de l'économie française d'Afrique, mais on a besoin, c'est pour ça que j'ai dit, on ne parle, on laisse les blancs là où ils sont. Nous parlons du nationalisme et du patriotisme qui devait nous caractériser tous. On n'est plus dans le dilatoire inutile. La banque centrale qui devrait être à Abuja devrait battre une monnaie africaine qu'on appelle Afro. La banque des investissements qui devrait être implantée à Sirte devrait jouer le même rôle que la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international. Mais comme nous sommes sous l'emprise, sous la perpétuité de l'esclavagisme, certains acceptent l'esclavagisme monétaire pendant que ce type-ci, il ne parle pas de la... Matomba peut gagner ou peut ne pas gagner. Il parle d'une vision qui devait caractériser la génération-ci. On ne devait même pas dire comme... Enfin, il parle là un peu comme un de mes amis ivoiriens qu'on appelle Ouattara. Il a dit que le France est bon. Non! Libérons-nous, monsieur. Pourquoi on a peur? Non, mais... Attendez, ne prenez pas la parole. Pardon. Parce que moi, je vous écoute avec fidélité. Surtout si ça la démocratie. Que l'UNDP diffuse. La démocratie que l'UNDP et tous les grands partis, parce qu'il y a les grands partis dans notre pays, il y a les grands hommes, c'est pour ça que nous on les appelle les sentinelles, les gardiens du temple. Si on les compte maintenant, on commencera par les Bia, les Bérobouba, parce qu'ils sont là, vous comprenez, ils sont les gardiens du temple. Donc quand moi je prends parole, je ne prends pas parole comme partisan. Oui, pour aller sur le fait, il ne faut pas être hésitant, comme vous l'avez senti. Non, aujourd'hui, encourageons tous les grands partis qui ont les jeunes enfants comme ça, à changer de mentalité. La première chose, libérons-nous. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Quittons le sous-développement spirituel. Débarrassons-nous des discours ambigus. Parce que dans ces discours-là, il y a une thèse qui dit que le Cameroun seul ne peut pas s'engager vers le retrait. Il faut une action communautaire. Évidemment, je confirme. La monnaie qu'on indique là. Moi, personne, j'aime un peu ça. J'ai 2000 dans ma poche là. Personne ne déteste cette monnaie. Sauf qu'elle n'est pas monnaie au sens de la valeur des devises. Je vais vous montrer une chose. Si le Japon veut créer une route au Cameroun, vous n'allez pas payer les Japonais avec les 2000 que j'ai dans ma poche là. Il faut leur devise. Or, si le Cameroun vend sa banane au Japon, le Japon paye, mais ne paye pas dans le trésor public camerounais. Il paye dans un trésor public qui se trouve en Europe. Et c'est ça qu'on appelle les comptes d'opération. Les enfants, tout le monde doit connaître ce genre de choses pour qu'on dise que non, je ne demande pas qu'on engage le processus d'impérialisme. Je demande qu'on ait une coopération équilibrée et rationnelle. Pourquoi? Voici le monde, portez les vraies lunettes. Tous les grands pays veulent venir chez nous. La Chine est là. Les États-Unis sont là. La France est là. La Russie vient au pas de course. Il n'y a que nous-mêmes qui pensons que l'enfer c'est ici, qu'on ira trouver le paradis au Canada. On va fuir, que le Cameroun c'est la mort. Le discours que les gens prononcent là. Or, nous prononçons le discours de ce que, tel que nous fonctionnons, oui, nous sommes dans la corruption. Corruption des mœurs, corruption des mentalités, corruption économique, commerciale, corruption, etc. Arrêtons-nous. Réinterrogeons notre nationalisme, notre patriotisme, notre éthique. Créons un pays et ça se crée dans nos mentalités. Si j'ai un jeune frère, ce type est un universitaire d'abord, vous voyez que son discours est soutenu. Ce type-ci ne doit pas prononcer le discours de ce que complexe le CFA pour quitter le CFA, ce complexe, ça. Prononçons le discours que... Le discours de l'idéalisme, d'engagement, c'est ça qu'il nous faut. Et profitant de la... Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, je ne soutiens pas... Mais lui, il est toujours dans le discours de la délicatesse. Cette délicatesse, vous voulez encore. Ça durait, mon petit. Nous sommes partis d'où? Il faut toujours le rappeler. Nous sommes partis de la déportation qui a été imposée par une bulle papale appelée la Dum Diwersa.
On a déporté les nègres, c'est eux qui sont partis fabriquer les États-Unis d'Amérique. Nous, on a arrêté ça, on a dit on fait ça localement. On a appelé ça colonisation. Après, nous sommes toujours là, néocolonisation, et on plaît toujours, on se lamente. On a tous pris conscience, mais on se lamente. On dit que tout est complexe, non, vraiment, allons avec délicatesse. Et ça, c'est l'hypocrisie de tous nos leaders politiques. Pourquoi? Certains pensent qu'ils seront au sommet de l'État parce qu'il a son parent là-bas. Son parent à Paris. D'accord. Non! Libérons-nous, travaillons pour que nous ayons une nouvelle mentalité, une nouvelle nation, pas la nation héritée de la colonisation. Libérons-nous. Comme vous voyez là, ce n'est pas compliqué, Jean-Jacques. Je suis allé dernièrement au Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas encore le paradis, ce n'est pas beaucoup, mais c'est la mentalité, monsieur. Il faut gagner la mentalité. Je vous dis, on a gagné l'alliance des États du Sahel, on les présentait comme les derniers sur la carte du monde, qui sont les plus pauvres, les misérables. Mais un jour, les gens ont dit, comme on est misérable, les Ndjoundjou qui vont nous tuer là, qu'on appelle terroristes, djihadistes, tout ça, quittez! Nous allons mourir ici, quittez! Il faut que l'Afrique... D'accord. Bon, mon discours est peut-être... mais je vous dis, décidons-nous, quittons la peur. C'est ça qu'il s'agit. Élevons-nous sur le plan spirituel. Retrouvons les nouveaux baptêmes. Même si on a eu les baptêmes partout là-bas. Moi-même, j'ai été baptisé dans la magie occidentale. Mais ça ne m'interdit pas de chercher autre forme de baptême. Merci Jean de Dieu. Merci Jean de Dieu. Bonsoir Gigi et à tous les panélistes du plateau. Le GECAM pose les jalons sur le plan économique et social afin que les candidats n'en ignorent la portée, les tenants et les aboutissants. Bonne intervention de M. Jean de Dieu ici, de la part de Gilles Bertrand Aboua depuis Ambam, sur le directeur. On vous salue là-bas Ambam. Bonsoir à vous sur le plateau. Papa en lunettes, vous avez raison. Son nom c'est Jean de Dieu ici. Il me demande de regarder à travers ses lunettes. Voilà. Bonsoir à vous, bonsoir le panel et tous ces partis politiques nous ont dessus. Mieux nous acceptons encore 7 ans de calvaire depuis que nous chantons, crions à ces partis d'opposition de se réunir et ne pensent qu'à leurs égaux. Le RDPC a déjà fini sa campagne. Regardez comment ces partis se déchirent sur les plateaux. Merci Ibrahim depuis Abomban. Il a encore en idée ou en tête encore le plateau d'hier qui était vraiment la division. Bonsoir. C'est Jean de Dieu ici, ce n'est pas parfait ici. C'est Jean de Dieu ici qui parle. Il faut dire laisse ça. Jean de Dieu ici. Personne n'est ton petit frère sur le plateau. Beaucoup d'hypocrisie. Dis clairement que Biafas, ce que tu voudras, c'est ton candidat. Étant panafricaniste, comme tu le dis, laisse le bavardage. Il y a toujours une réaction qui va arriver. On dit laisse ça. Alors bonsoir cher consultant, merci pour ce sujet lié à la monnaie. Juste pour contribuer en disant que lorsque vous sortez du Cameroun, le franc CFA n'est plus reconnu au niveau du Maroc. On vous dit clairement là-bas, lorsque vous êtes en transit, que toutes les monnaies, sauf le franc CFA, même en Algérie, à l'un depuis le Canada qui envoie sa contribution. Pourquoi les embouteillages ont fait le monsieur ici? Il est très bon. Il aurait souhaité que vous arriviez un peu plus tôt, mais les embouteillages, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont dans la ville. La ville en chantier. À Chilémé, depuis Yassa Yachika, voilà. La prochaine fois, il partira de chez lui à 14 h. Pour qu'il soit là à 17 h pile. Bonsoir le grand soir, très belle émission. Je rappelle au monsieur en chemise, je lui rappelle que Hitler avait toute une armée, mais pour finir est tombé. C'est pas l'effet d'être populaire que tu dureras plus longtemps, même si on me donne ce pays en 10 ans, je le transformerai comme le Japon. Tout c'est la volonté, c'est Mista Tchèque depuis Ngusso. Il vous prend un contre-pied, hein. Vous qui semblez dire que la machine BIA est tellement huilée, il est non, moi, j'ai pas de fait. Dans les villages. Il faut lui dire, je parle du fait. Nous ne rêvons pas. Les faits sur le terrain, je ne félicite pas. Hein? D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau Le Grand Soir. Je me nomme Xavier Djoum, depuis ma brousse natale, le MAM. Je salue la rationalité du GECAM. Nous sommes fatigués, on souffre, on n'en peut plus. Juste un exemple, j'étais à Douala la semaine dernière avec des amis étrangers. Sans vous mentir, les larmes aux yeux, j'ai eu honte involontairement. La misère d'une ville économique ainsi,
point d'interrogation. Laissons même tout ce qu'on sait là, juste l'état archaïque dans lequel cette ville économique là se trouve est catastrophique. Peut-être on ne se rend pas compte du trou dans lequel nous nous enfonçons avec ceux qui sont au pouvoir. Je ne disais pas votre mot, ils sont sans foi ni loi. Ils nous voilà devant nous pour détruire toute une patrie, tout un peuple. On aurait rêvé mieux après les souffrances qu'ont subies nos pères à travers l'esclavage et les massacres. Aujourd'hui, c'est nos propres frères qui nous font cela. Sommes-nous destinés à cette survie éternelle? Peuple camerounais, réveillons-nous, c'est un appel hein, pratiquement, même si vous n'avez pas signé votre message. On dit homme en lunettes et votre parti, partez. Bonsoir Gisèle, le GECAM ne nous apprend rien de nouveau de leur dénonciation. C'est Georges depuis Meyo Sala. Et puis on prend ce dernier. Bonsoir monsieur le proviseur sur le plateau. Il défend sa mangeoire. Il paraît que monsieur le proviseur vous défendez votre mangeoire en disant que Bia a même déjà gagné. Le proviseur dit que lui parlait des faits. Il vit au village, il voit comment ça se passe là-bas. Je n'ai pas vu à temps. J'étais en route pour... D'accord, c'est pas grave. Prenez le bout d'émission que vous avez pu trouver. On va faire un dernier tour de table sur la question et la sortie du GECAM. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur la marche vers la souveraineté monétaire? Avant tout, Jean-Jacques, j'ai envie de, en sortant de là, de repréciser un certain nombre de choses. Comme, heureusement que vous m'avez suivi religieusement et vous avez bien fait de contextualiser à chaque fois qu'on a essayé de faire des digressions. Nous, au Cameroun, nous avons au moins en communauté les souffrances que nous avons. Et je suis content qu'à l'entame des propos de Jean de Dieu ici, il a bien fait de mentionner qu'il était bloqué dans les embouteillages et il donne raison quelque part au GECAM avec les méfaits ou alors les difficultés que le GECAM a dénoncées dans sa sortie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'UNDP ne peut pas être en marge des questions fondamentales de la société qui est la sienne. Donc, la monnaie, comme d'aucuns ont voulu le comprendre, je ne dis pas que la question de la monnaie n'est pas une question importante. Mais c'est tout simplement que moi, j'essaye de vous dire qu'il faudrait quand même qu'on n'aille pas très vite dans le populisme en disant que dès que nous sommes élus président de la République le 12 octobre, peut-être un mois après, nous allons sortir du franc CFA parce qu'à la base, nous avons la volonté politique nécessaire. Cela ne suffit pas. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Il faut le dire aux Camerounais. Ils sont identifiés, ces préalables. Il faut dire ça aux Camerounais. Oui. Vous pouvez être doté de toutes les bonnes volontés politiques nécessaires, mais cela ne suffit pas. Il faut dire également aux Camerounais que voilà où nous voulons aller et voilà la volonté politique nécessaire. Pourquoi est-ce que je le dis? D'ailleurs, pour le dire, je convoque même quelque part, lorsque nous parlons de la révision de la Constitution pour, par exemple, pour faire descendre l'âge électoral à 18 ans. Pourquoi est-ce que nous avons indiqué qu'il faut d'abord aller vers la réforme de la Constitution, ne serait-ce que pour cette mesure-là? Parce que on aurait pu tout simplement dire que oui, nous allons abaisser l'âge électoral, mais nous avons indiqué qu'il faut la révision de la Constitution. Vous êtes un peu plus méthodique, c'est ça? Vous ne voulez pas faire populiste? Il faut dire aux Camerounais la vérité. C'est d'abord de cela qu'il s'agit. Et maintenant, en sortant également de ce pan-là, j'ai envie de dire quelque chose à M. Aïssi, ou alors avant cela, je dis à mon ami Dupurs que M. Aïssi sur le plateau, après toute cette belle démonstration, vous a quand même dit que ni vous ni nous n'allons gagner l'élection présidentielle du 12 octobre. Et c'est le candidat actuel du RDPC qui sera élu vainqueur. C'est son avis. Mais je crois que cela devrait quand même vous titiller quelque part sur ces démonstrations. Alors j'ai envie maintenant de dire à M. Aïssi qu'il m'a brillamment parlé de son village, de tout son soutien et de toute la présence dans son village de manière structurelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai envie aussi de lui dire qu'il a parlé de son village, il n'a pas parlé du mien. Moi, mon village est à des milliers des centaines de kilomètres d'ici. Et chez moi, tout est aujourd'hui à vert. D'abord, on ne connaît pas Bia? Non, Bia existe. Bia a même des ministres de ce côté-là. Mais sauf que dans son village, à la différence de votre Léo, à l'extrême nord? À l'extrême nord, moi je suis né à Kaélé, dans le département du Mayokani. Et dans le Mayokani, vous pouvez vous renseigner. Il faut juste consulter les fichiers d'Elections Cameroun. Vous allez vous rendre compte que la bataille a toujours été rude de ce côté-là, entre l'UNDP et le RDPC, pour ne citer que. On est entré dans la bataille du Nord, là, tout à l'heure. Donc, dans d'autres villages du Cameroun, la réalité est tout autre.
aujourd'hui, comme je le dis et je le maintiens, la dynamique du changement est en marche. Dire simplement aujourd'hui aux Camerounais que l'élection présidentielle n'est en réalité qu'un rendez-vous constitutionnel et que au soir du 12 octobre, le candidat du RDPC sera élu ou alors réélu, n'est qu'une déclaration. La réalité est tout autre. Nous avons en commun ou alors nous avons en communauté alors, une souffrance. Vous dites que c'est la réalité. Jean de Dieu ici a également parlé de réalité sur le terrain. Je ne sais pas quelle sera la bonne réalité lorsqu'on fera le décompte sur le terrain. On a fini. Lorsque vous parlez tout à l'heure des batailles, etc., quelqu'un d'autre aussi avait dit que la dernière élection du président de la République actuelle a bénéficié de 45%, en gros, dans l'ensemble, dans la partie septentrionale du Cameroun. Et c'est cette partie aujourd'hui qui est la plus bouillonnante qu'il y a sur le territoire national. D'accord, vous nous permettez de faire la transition justement au niveau de la régulation.